Lundi 22 janvier 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec cette brève interpellation ce lundi à la police judiciaire du directeur de publication du journal Canard en furie. Haruna Yakuba a été interpellé à la PJ où il a été entendu relativement à la publication d'un article sur la gestion du programme Dosso Soga, où environ 5 milliards de francs CFA seraient volatilisés. Affaire donc à suivre. Le chef d'état-major des armées adjoints a procédé ce lundi au Grand Hôtel de Niamey à l'ouverture de la conférence Flintlock 2018 qui vise à finaliser la planification de l'exercice 2018. Une cérémonie qui a regroupé des officiers et hommes de rang des forces armées nigériennes. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. L'exercice Flintlock 2018 va intervenir cette année dans un contexte sécuritaire très bouleversé dans le Sahel en général et particulièrement au Niger où les victimes des attaques terroristes augmentent dans le rang des forces de défense et de sécurité avec notamment la dernière attaque du camp militaire de Toumour de la région de Difa où 7 soldats nigériens ont été tués par les éléments de Boko Haram. Les événements que vit notre sous-région depuis quelques années démontrent plus que jamais que le concept de l'exercice Flintlock est effectivement une des voies importantes pour répondre aux défis sécuritaires du moment. Aussi, la situation donne raison à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour tous les efforts qu'il déploie en vue de doter nos forces de défense et de sécurité de tous les moyens nécessaires pour faire face à tous ces défis sécuritaires transnationaux. Dans un tel contexte, la réponse à ces défis ne peut être efficace qu'à travers l'élaboration d'une bonne stratégie qui inclut le renforcement des capacités opérationnelles et l'amélioration de l'interopérabilité de nos forces et le renforcement de la sécurité sous-régionale en développant la coopération, l'échange d'informations et la mutualisation des efforts dans un cadre multinational. C'est cette approche holistique qui peut permettre à nos forces d'assurer efficacement la sécurité de notre espace sahélo-saharien dans le respect des droits humains. Donc cette réunion de Flintlock de Niamey est d'une importance capitale car la conférence va procéder à la finalisation de la planification débutée il y a quelques mois. L'objet de cette conférence est de finaliser la planification que vous avez commencée depuis quelques mois. Il s'agira pour vous pendant les 3 jours à venir de parachever tout le programme de l'exercice en mettant en place la structure de l'état-major, passer en revue le scénario qui sera mis en œuvre, arrêter le programme d'entraînement du personnel, tout en déterminant les moyens logistiques requis pour la bonne conduite de l'exercice. En somme, la présente rencontre doit vous permettre d'affiner toutes les idées qui contribueront à apporter une fois de plus des innovations dans la conduite de cet exercice. Après cette phase, la seconde étape vise à mener des exercices de simulation sur le terrain. Et c'est la région d'Agadez qui a été choisie pour cet exercice qui va réunir les militaires nigériens, américains et ceux des pays de la région. L'opération va durer 2 semaines. L'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, IEPTN, a animé un point de presse ce matin au siège de l'ISN. Objectif à informer l'opinion nationale et internationale de la situation qui prévaut au sein de l'enseignement professionnel. Nafissatou Yahya et Aboubakar Souley. Ils étaient tous présents, les militants de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN, à ce point de presse visant à informer l'opinion nationale et internationale la situation qui prévaut au sein de l'enseignement professionnel, notamment celle des étudiants boursiers de l'État. Vous vous souvenez très bien, il y a une semaine de cela, que les camarades boursiers de l'État ont été expulsés de leurs différents établissements pour non-paiement des frais de scolarité par l'État. Laissez-nous rappeler que ce gouvernement a toujours crié la culture de l'excellence. Mais, camarades,
dans cette situation où c'est le plus méritant qui est humilié, le plus méritant, c'est l'étudiant boursier. Avant, l'étudiant boursier, c'était un privilège, c'était un prestige. Mais aujourd'hui, avec ce gouvernement, c'est devenu une honte. Comment créer la culture de l'excellence ou bien comment cultiver l'excellence dans la médiocrité? Chers camarades, on a les échos qu'à chaque fois au conseil de trésorerie, on amène sur la table que le paiement des frais de formation ne sont pas une priorité. Or, comment expliquer l'éducation qui a été la priorité du président de la République aujourd'hui ne l'est plus? Au vu de tout ce qui précède, l'UEPTN profite aussi pour exiger du gouvernement un document officiel arrêtant les conclusions de la rencontre de l'UMIC. L'UEPTN profite également pour lancer un appel aux parents d'étudiants et aux étudiants qu'ils les invitent à une prière collective, à une séance de prière collective à la grande mosquée pour prier contre ceux-là qui ont décidé de sacrifier l'avenir de leurs enfants. L'UEPTN profite aussi pour informer le président de la République de prendre ses responsabilités parce que ceux à qui il a confié la mission ne sont pas en train de l'exécuter, mais sont en train de boycotter la mission qui leur a été assignée. L'UEPTN lance un appel, un vibrant appel à tous les militants et militantes de rester mobilisés car les prochains jours seront décisifs. L'UEPTN interpelle le comité directeur à prendre ses responsabilités parce que nous ne savons plus là où ce navire nous mène. Ça risque de noyer avec l'avenir de nos camarades. L'UEPTN a par la fin lancé un mot d'ordre de grève illimité à compter de ce lundi 22 janvier 2018 et ce jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Il urge donc que les deux parties trouvent un terrain d'entente pour une culture de l'excellence dans l'enseignement tant prônée par le gouvernement de la 7e République. Éducation toujours avec les enseignants de l'école des mines d'industrie et de géologie et MIG qui ont entamé une grève de 5 jours à compter de ce jour lundi 22 janvier. Motif, le non-paiement de leur salaire et d'autres avantages à considérer. Nous rapportons Razak Léo et Chebou Gisso dans ce reportage. Le personnel de l'école des mines d'industrie et de géologie, plus que jamais déterminé à réclamer leurs droits et de meilleures conditions de vie. En grève de 5 jours depuis ce lundi 22 janvier 2018, ils se disent déterminés. Les conditions qui nous ont poussés à aller en grève sont multiples. Tout d'abord, il y a le retard dans les paiements de salaire. Ensuite, il y a certains avantages qui ne sont pas encore payés. Ça fait déjà 3 mois. Mais pour les salaires, c'est le mois de décembre surtout qui n'a pas été payé. Il y a beaucoup de matériel qui manque dans le domaine dans le cadre de la formation de nos étudiants. Donc c'est pour cela que vraiment la grève, quand vous l'avez suivi, au niveau des conditions, il y a plusieurs points qu'on a évoqués, y compris les matériels didactiques et puis beaucoup de petits problèmes. Même si l'optimisme est de mise quant à la satisfaction de leurs revendications. On est optimiste puisque c'est pas la première grève qu'on a eu à effectuer. Et dans tous les cas, c'est ce qu'on a dit, on est ouvert pour le dialogue. Donc tant qu'il y a le dialogue, c'est sûr qu'on va se comprendre. Et depuis qu'on est parti en grève le samedi déjà, on est en pourparlers avec notre administration. Et je pense même présentement que le DG de l'EMIG est même au ministère pour voir dans quelles conditions on va essayer de reprendre. Sinon, on leur a même fait des propositions. Maintenant, on attend du côté du gouvernement, du côté de notre directeur, quand il va rencontrer son ministre pour qu'on puisse sortir vraiment dans cette merde-là. Ainsi, à travers le début de cette grève, ces enseignants de l'EMIG démontrent qu'ils sont prêts à mettre toutes leurs menaces à exécution jusqu'à satisfaction.
Situé dans l'arrondissement communal Niamey 1, le village de Gabagoura a été frappé par une inondation le 26 août dernier, occasionnant d'énormes dégâts. 5 mois après, quel est le sort de ces sinistrés? Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumli et Halidou Brema. 391 maisons effondrées, occasionnant 1002 sinistrés, c'est le bilan de l'inondation avec son lot de dégâts qui a frappé les habitants du village de Gabagoura, situé dans l'arrondissement communal Niamey 1, le 26 août dernier. Et jusque-là, c'est le statu quo. Ces sinistrés demeurent encore dans les décombres, sous des abris d'infortune, malgré toutes les promesses adressées à ces derniers au moment du sinistre. Nous remercions ces généreux donateurs qui se sont manifestés. Nous remercions l'État qui a répondu de manière prompte et des propositions et des doléances ont été soumises à l'endroit de toutes ces personnes citées plus haut. D'autres ont manifesté vraiment l'intention de nous aider. Nous attendons toujours qu'ils se manifestent, c'est-à-dire que nous sommes toujours au point mort. Vous avez été voir la zone sinistrée. La zone, elle est intacte, elle ressemble à la même chose que le 26 août dernier. Donc rien n'a été fait dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas dire à l'État de nous le reconstruire, mais nous attendons un appui vraiment conséquent pour pouvoir reconstruire ces maisons-là. Le chef du village de Gabagoura invite les bonnes volontés et l'État à venir en aide à ces sinistrés qui demeurent sans toit. Nous attendons l'aide de l'État et un appui à la reconstruction. Nous attendons des gens de bonne volonté qui peuvent vraiment assister ces populations démunies. Et parmi nous, même s'il y a d'autres que Dieu les a donné un certain nombre de moyens, qu'ils puissent vraiment participer, qu'ils puissent vraiment suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aider vraiment ces gens qui sont dans le désarroi total. Les inondations font partie des facteurs majeurs de vulnérabilité de la population. De ce fait, l'État, à travers le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, doit penser à ces sinistrés. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.